Bien avant de nos aventures en eau profonde, je vais d'abord prendre le soin de définir la différence qui existe entre le déficit budgétaire et la dette publique. C'est quoi le déficit budgétaire? Pour faire simple, le déficit budgétaire, c'est lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes. Je m'explique. Vous savez, nous avons besoin que l'État puisse construire les routes, nous avons besoin que l'État puisse construire des infrastructures, nous avons besoin que l'État nous vienne en aide, que l'État paye nos pensions, que l'État puisse payer nos salaires, etc., etc., etc. Mais il peut arriver que la classe dirigeante aux affaires soit dans l'incapacité de répondre aux attentes de la population. Autrement dit, l'État peut être dans l'incapacité de mobiliser les ressources nécessaires afin de pouvoir réaliser les projets qu'ils ont nourri l'ambition de faire. Dans ce cas, nous constatons naturellement qu'il y a déficit budgétaire. Mais le déficit budgétaire, en fait, on constate que le déficit budgétaire est là lorsque les recettes sont malheureusement inférieures aux dépenses, c'est-à-dire à l'enjeu. Parce qu'on peut avoir, au niveau de l'Assemblée nationale, sur un exercice, on peut décider comme ça que nous allons réaliser des projets à hauteur de 2000 milliards parce que l'État compte sur les recettes. Quand on parle ici de recettes, c'est bien sûr la fiscalité, c'est-à-dire l'impôt. L'impôt, nous avons l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus. Donc, toute cette fiscalité, c'est ça qui va permettre comme ça à l'État de réaliser leurs projets. Mais malheureusement, il peut arriver que les prévisions de l'État ne tombent pas à pic. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? L'État n'a d'autre choix que de contracter des emprunts. Mais le déficit budgétaire, il est important ici de noter que ce n'est pas la dette publique. C'est vrai qu'il y a certains rapprochements. Mais que peut faire l'État si il constate qu'il y a un déficit public? L'État, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont contracter un prêt auprès de marchés financiers, afin de pouvoir financer leurs projets. Mais l'État peut aussi solliciter l'épargne de population, c'est-à-dire votre épargne, par l'emprunt obligataire. Nous l'avons vu en 2017 lorsque l'État a lancé une politique de relance économique. Il y avait un emprunt obligataire de l'ordre de 100 milliards de francs CFA, rémunéré à un taux d'intérêt, je crois, de 6,50%. Et cet emprunt obligataire court de 2017 à 2022. Voici un peu les solutions qui sont mises à la disposition de l'État pour pouvoir répondre à un déficit budgétaire. Mais très rapidement, que dire de la dette? La dette publique, c'est l'addition de tous les emprunts contractés par l'État et les autres administrations publiques, c'est-à-dire la sécurité sociale et les collectivités locales. Voici un peu en un mot ce qui constitue la dette publique. Et la dette publique est généralement constatée lorsque l'État est dans l'incapacité de mobiliser les ressources nécessaires afin de répondre à de différents défis, c'est-à-dire peut-être la construction des routes ou encore les infrastructures. Mais dans ce cas, que fait généralement l'État? L'État fait comme tout le monde, hein. Ce qu'ils font, ils vont sur le marché financier, contracter des emprunts afin de pouvoir répondre aux besoins des populations. Mais il peut arriver que l'État contente un emprunt auprès du marché financier, mais en contentant cet emprunt, on constate que le projet qui était au départ ambitieux et potentiellement rentable, le rendement espéré n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que ce projet, à sa réalisation, ce projet ne fournit pas des ressources nécessaires pour pouvoir rembourser l'emprunt contracté. Que fait l'État? L'État n'a d'autre choix que de contracter à nouveau un prêt pour pouvoir rembourser le prêt précédent. Parce que lorsque le prêt est arrivé à maturité, l'État a l'obligation de rembourser intégralement le prêt contracté ainsi que les intérêts. En fait, les intérêts, c'est la charge de la dette. C'est ça réellement le coût de la dette. Donc vous comprenez vous conviendrez aisément avec nous que l'État n'a d'autre choix que de continuer à contracter des emprunts
afin de pouvoir répondre à des nouveaux challenges qui sont face à lui. Mais cela, lorsqu'on contracte les différents prêts, nos bailleurs de fonds, ce qu'ils nous demandent souvent, ils nous donnent une ligne de conduite en fait, ils nous donnent une ligne de conduite que voilà ce qu'il faut faire. Et dans cette ligne de conduite, parfois, ce qu'ils nous demandent, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. Et pour lutter contre l'évasion fiscale, il faut un parquet où l'animation serait faite par des avocats qui se rencontrent par des magistrats chevronnés. Nous avons le cas au niveau du Gabon, notre parquet, nous avons, je crois que c'est la Cour de compte. La Cour de compte qui fait déjà un travail formidable dans ce sens, mais nous estimons qu'ils peuvent encore faire mieux. Mais que dire de ce qui se passe en Occident? Vous voyez, l'État n'est pas comme vous et moi, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas contracter des prêts, l'État ne peut pas contracter des prêts n'importe comment. Il faut naturellement des mesures, il faut naturellement des bornes. C'est le cas au niveau de l'espace Schengen, c'est-à-dire aujourd'hui, les États de la zone euro ne peuvent pas se donner la liberté d'aller sur le marché financier et contracter des prêts à ne plus finir. Et cela a pris fin depuis 1992 avec le traité de Maastricht, où l'Union européenne, c'est-à-dire que les gens qui président cette commission, ont mis ce qu'on appelle des critères de convergence. C'est quoi les critères de convergence? Les critères de convergence, en fait, c'est lorsqu'on borne. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Dans les critères de convergence, tout État faisant partie de l'Union européenne doit pas s'endetter au-delà de 60% de son produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB. Par contre, il ne doit pas avoir un déficit budgétaire. Il doit avoir un déficit budgétaire qui est de l'ordre de 3%. Donc voici un peu ces deux critères de convergence qui permettent comme ça à l'espace Schengen de pouvoir se maintenir en termes de contraction d'emprunt ou en termes de déficit budgétaire. Parce que 3%, c'est un déficit budgétaire d'équilibre. Ce sont les normes. Mais il y a deux pays qui ne sont pas des très bons élèves, en l'occurrence la France et l'Espagne, parce que les dernières données, il faut avouer que la France était à 100%, voire 101% de taux d'emprunt, alors que les critères de convergence exigent que vous soyez au maximum à 60%. La France allait malheureusement au-delà de cela. Que dire de son déficit budgétaire? Il est de 2,3% au lieu de 3% comme exigent les critères de convergence. Mais revenons sur le cas d'espèce du Gabon. Le Gabon aussi n'est pas marre de tout cela. Le Gabon aussi, étant dans le concert des nations, c'est-à-dire sa ligne par rapport à ces critères de convergence. Mais les critères de convergence où le Gabon s'aligne, ce sont les critères de convergence à la limite internationale. Nous, nos critères de convergence que nous devons respecter, c'est 60%, 70% autant pour moi. Donc, si nous devons contracter les emprunts, nous devons pas aller au-delà de 70%. Ça, c'est la borne en termes de critères de convergence. Mais il y a aussi un taux de déficit budgétaire au Gabon qui est de l'ordre de 3%. C'est une réglementation communautaire, c'est-à-dire qui concerne, si je ne me trompe pas bien, la CEMAC. Voici un peu la réalité que le Gabon fait un peu face. Donc, nous devons respecter ces critères pour pouvoir être crédibles au niveau de nos bailleurs de fonds. Mais d'aucuns peuvent penser que cette pratique est dangereuse, c'est-à-dire contracter un emprunt pour pouvoir payer la dette précédente. Mais soyez rassurés, nous ne sommes pas les seuls qui le faisons, il y a d'autres pays qui le font. Mais ce que nous devons par contre lutter, c'est d'éviter de tomber dans ce que d'autres ont appelé le défaut de paiement. Sur d'autres cieux, le défaut de paiement, c'est la cessation de paiement. Parce que si nous connaissons le défaut de paiement, nous aurons d'autre choix que d'aller auprès de nos créanciers négocier une possibilité d'annulation d'une partie de la dette. Et cela aura pour conséquence, c'est-à-dire l'amoindrissement de notre marge de négociation. Et ce n'est pas bien pour le pays, parce que nous ne serons pas crédibles auprès, aux yeux de bailleurs de fonds. Donc, pour revenir sur la question de la dette, nous sommes, comment dire, condamnés
peut-être l'expression est un peu brutale, mais il faut dire les choses. C'est ça aussi avoir le courage. Nous sommes un peu condamnés à continuer à nous endetter jusqu'à ce que nous ayons un Messie. Enfin, mais j'ai un Messie, c'est-à-dire qu'une personne qui aura une rigueur au niveau de la gestion de la dette, une rigueur digne de moine bénédictin pour pouvoir éponger la dette de manière graduelle. Mais c'est pas donné, c'est pas vraiment donné. Il faut une expertise vraiment avérée. Enfin bref, retenons que aussi ici que nous ne sommes pas les seuls qui attendent des prêts. Tenez-vous bien, le pays le plus endetté au monde, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Japon. Parce que le Japon, les critères de convergence, comme nous le disons en amont, en termes de contraction d'emprunt, il faut 70%. Mais malheureusement, le Japon, ils sont en 251%, voire plus. Et que dit les États-Unis? Les États-Unis sont en 150, voire 152% en termes de contraction d'emprunt. Mais le bon élève dans tout ça, c'est la Chine. La Chine est le bon élève parce que la Chine, ils sont aujourd'hui à un taux d'emprunt qui est de, je crois, 45 voire 50%. Et naturellement, ils ont un déficit budgétaire qui est de l'ordre de 3%. Bon, ce sont les données, de 2018-2019, mais avec la crise actuelle aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Mais retenons que le bon élève, du point de vue mondial, c'est la Chine. Pour finir, il est aussi important de dire que, vous voyez, la dette souveraine d'un État doit éviter d'avoir, faire face à trois formes néfastes de l'emprunt. Parce qu'il y a trois formes néfastes qu'il faut impérativement éviter. Nous avons, c'est-à-dire le premier, c'est l'effet d'éviction, le deuxième c'est l'effet boule de neige, le troisième c'est l'indépendance à l'international. Bon, ce sont des concepts ou encore des termes un peu plus compliqués que malheureusement on n'a pas le temps de développer ici. Peut-être si nous avons une tribune, nous aurons la possibilité de développer ça avec beaucoup plus d'aisance. Parce que c'est là faire recours aux mathématiques financières, non seulement ça, mais aussi aux statistiques. Je ne suis pas statisticien, je suis malheureusement qu'un simple ingénieur en finance, donc il va falloir que je me fasse accompagner pour pouvoir donner un rendu plus ou moins fiable, un rendu plus ou moins crédible. Voilà ce que nous tenions à dire concernant la différence qui existe entre le déficit budgétaire et la dette publique. Nous n'aurons plus à avoir la possibilité de nous épiloguer sur la question. Malheureusement, pour des contraintes de temps, nous sommes contraints plus ou moins de nous arrêter ici. Parce que notre combat ici, c'est de faire des vidéos qui ne sont plus très longues comme par le passé. Voilà ce que nous tenions à dire, mais j'aimerais souligner un fait. Il y a des personnes en inbox qui se donnent la liberté de nous demander quelles sont les personnes qui nous accompagnent, quels sont les sponsors, nous appartenons à quelle obédience. Donc retenez que ce que nous faisons ici, c'est ce que nous appelons de la générosité intellectuelle. Voyez-vous, la générosité intellectuelle, c'est pas seulement le fait de donner de l'argent aux gens. La générosité intellectuelle, c'est aussi donner de son temps. Prenez soin de vous, de vos familles, car la menace est derrière.